Il a supplié la miséricorde. Il a offert sa couronne. Et en retour, il a été promis sa vie. Mais le roi Henri IV n'avait aucune intention de tenir cette promesse. Ce qui s'est passé ensuite était si cruel, il était caché dans le dossier public pendant des années. C'est la chute sombre et tordue de Richard II, un monarque né dans la splendeur, et enterré dans la désempression. Richard II n'est même pas né sur le sol anglais. L'homme qui porterait un jour la couronne de l'Angleterre est venu au monde en 1367, loin des murs en pierre de Londres, dans le port de Bordeaux lavé par le soleil, au fond du sud-ouest de la France. Sa naissance seule était une tournure du destin. Le fils d'Édouard le prince noir et Joanne, comtesse de Kent, Richard était techniquement la royauté, mais à peine. Son père était héritier du trône, pas un roi. Et Richard? Il n'était même pas le premier-né. Cet honneur est allé à son frère aîné, Édouard, un garçon destiné à gouverner, jusqu'à ce que la tragédie réécrit l'histoire. 4 ans seulement après la naissance de Richard, la mort noire est venue appeler. Édouard, 6 ans, a succombé à la peste. Et cette mort a tout changé. Le chagrin a presque tué leur père. Déjà souffrant de dysenterie, le chagrin d'Édouard l'a brisé. Il n'est jamais arrivé sur le trône. Et donc, quand Richard n'avait que 10 ans, il s'est retrouvé à porter le poids de la couronne anglaise. Le royaume le connaissait à peine. Il était jeune, non testé, et très loin d'être ordinaire. Richard était inhabituellement grand pour son âge, beau et frappant. Ses yeux bleus ont fait une pose noble. Son roulement royal, même enfant, lui a donné la présence. Mais derrière cette façade royale était un garçon compliqué. Il était très intelligent, profondément bien lu et couramment les arts. Mais il avait aussi un tempérament. Et quand il était bouleversé, il balbutia. Pourtant, le pays voulait un roi. Et ils étaient déterminés à célébrer. Le couronnement de Richard était un spectacle de 2 jours. Le vin coulait des fontaines dans les rues de Londres. Un château temporaire massif a été construit dans le centre-ville, ainsi grand qu'il avait 4 tours et 4 jeunes filles à l'intérieur, chacune de la poussière d'or sur le roi du garçon en passant. C'était un conte de fées. Mais les contes de fées ne durent pas longtemps. Parce que 4 ans plus tard, les paysans augmenteraient. Et le jeune Richard serait contraint de décider. Était-il un souverain, ou juste un garçon jouant le roi? Au moment où Richard a eu 14 ans, son monde doré se fissurait déjà. En 1381, l'Angleterre a éclaté dans le chaos. La révolte des paysans a balayé la capitale comme des incendies de forêt. Un soulèvement violent alimenté par les taxes écrasantes, la faim et le désespoir. Des milliers de personnes ont pris d'assaut les rues, incendié les bâtiments du gouvernement, entraînant des fonctionnaires de leurs maisons et exigeant des changements. Et où était Richard? Se cachait, dans la tour de Londres, entouré de gardes, ne sachant pas quoi faire. Mais alors, quelque chose a changé. Richard s'est rendu compte que s'il n'agissait pas maintenant, il pourrait ne pas vivre pour voir l'âge adulte. Ainsi, le 13 juin, il a fait un pas audacieux. Le roi est monté sur un bateau, a remonté la Tamise sur la rivière et est sorti pour rencontrer les rebelles en face à face. L'image était emblématique, un monarque de 14 en regardant une foule armée et en colère. Il leur a promis la clémence. Paix, réforme. Et, pendant un moment, cela a fonctionné. La foule s'est dispersée. The uprising crumbled. Mais Richard n'avait aucune intention de tenir sa parole. Quelques jours plus tard, il a révoqué toutes les promesses. Et puis il a envoyé les soldats. Impitoyablement. Personnellement. Il a chassé les rebelles. Pas seulement les meneurs, mais les traînards, les agriculteurs, les gens du commun, quiconque avait osé défier la couronne. C'était un massacre. L'enfance de Richard s'est terminée par du sang. Tout comme il y a fait l'illusion qu'il serait un doux roi. Ce moment l'a changé. À partir de ce jour, Richard gouvernerait comme un homme qui avait regardé dans l'abîme et a choisi le contrôle de la compassion. Il a commencé à s'accrocher au pouvoir avec l'emprise d'un fanatique, convaincu de son droit divin à gouverner. Et en vieillissant, il ne s'est pas entouré de sages conseils, mais avec des sycophants, courtisans, les favoris. Et ils lui ont dit exactement ce qu'il voulait entendre. Vous êtes choisi. Vous êtes infaillible. Vous êtes au-dessus de tous. Mais derrière les murs du palais, les chuchotements se répandaient déjà. À propos de son arrogance, son extravagance, son détachement du peuple. Le garçon roi avait survécu à la révolte. Mais ce faisant, il avait semé les graines de sa chute. Et l'obscurité, ça ne faisait que commencer.
Alors que Richard II devenait à l'âge adulte, son obsession du contrôle s'approfondissait. Ne vous content plus de gouverner, il a commencé à croire qu'il a été choisi par Dieu lui-même, divinement oint, intouchable, incontestable. La couronne n'était pas seulement le pouvoir, c'était sacré. Mais derrière le masque divin se trouvait un homme profondément fragile. La cour de Richard est devenue plus opulente de jour en jour. Il s'est entouré de tapisseries somptueuses, de gemmes inestimables et de robes glissées en or qui scintillent dans la lueur aux chandelles. Il adorait des portraits de lui-même. Bijoux, drames, apparats. Et si vous le flottiez, nourrit vraiment son ego, il vous élèverait du jour au lendemain. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez disparu. Il était vain, oui. Mais quelque chose d'autre était en jeu. Les historiens modernes soupçonnent que Richard peut avoir rouge de la maladie mentale grave. Certains disent la schizophrénie. D'autres indiquent les signes d'un trouble de la personnalité narcissique. Son comportement n'était pas seulement théâtral. C'était erratique, extrême et souvent dangereux. Et pourtant, paradoxalement, il était également un patron des arts. Sa cour a aidé à façonner l'avenir de la culture anglaise. Geoffrey Chaucer, le père de la littérature anglaise, a trouvé une première occasion dans les salles du palais de Richard. Sans le soutien de Richard, la langue anglaise elle-même aurait pu prendre plus de temps pour trouver sa voie. Mais l'obscurité a continué à grandir. En 1387, les seigneurs du Parlement, connus sous le nom d'appelant des seigneurs, en avaient assez. Ils se sont regroupés et ont évincé le cercle intérieur de Richard, les flatterer, les favoris, les oui. Pendant un moment, il semblait que le roi pourrait tomber. Mais Richard n'a pas seulement survécu, il a comploté. Il a attendu, reconstruit. Et quand le moment était venu, il a riposté avec une précision brutale. Il a retrouvé ses ennemis, un par un, et les a exécutés presque tous. Nobles, conseillers, même d'anciens alliés. Puis, en tant que dernier coup de terreur, il a envoyé des troupes à la campagne et a commencé à massacrer des roturiers qui avaient soutenu la rébellion. Ce n'était pas une règle. C'était une vengeance. Et à partir de ce moment, l'Angleterre n'était pas un royaume. C'était une scène. Et Richard? Ce n'était plus un roi. Il était le méchant de sa propre pièce. Au milieu de tous les chaos, les exécutions, la paranoïa, la tyrannie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Richard est tombé amoureux. Son nom était Anne de Bohême, et elle n'était pas n'importe quelle princesse. Elle était la fille de Charles IV, le saint empereur romain, un titre qui a fait d'elle l'une des femmes les plus élites d'Europe. Mais alors que leur syndicat ressemblait à un jeu de pouvoir politique, la vérité était beaucoup plus personnelle. Tout le monde détestait le match. Anne n'a porté aucune dot, aucune alliance militaire, pas de terre. En fait, Richard a dû payer sa famille pour le droit de l'épouser, une décision humiliante pour un roi. Ses conseillers l'ont prévenu. Ses ennemis se moquaient de lui. Mais Richard s'en fichait. Il la voulait. Seulement elle. Le 20 janvier 1382, deux jeunes de 15 ans se tenaient à l'intérieur de l'abbaye de Westminster et échangeaient des vœux. Et contre toute attente, ils sont tombés profondément amoureux. Le leur était un partenariat d'égal. Anne n'était pas seulement une reine, elle était l'encre émotionnelle de Richard. Elle était intelligente, douce et politiquement astucieuse. Et elle avait un cadeau rare. Elle pouvait calmer la tempête dans l'esprit de Richard. Les historiens croient qu'elle a adouci. Sous l'influence d'Anne, Richard est devenu plus réfléchi, moins impulsif. Son tempérament violent s'est refroidi, et même ses critiques les plus dures ont admis qu'il y avait un changement dans la façon dont il a régné. Elle n'a pas simplement régné à côté de lui, elle l'a humanisé. Pendant 12 ans, ils étaient inséparables. Et puis, elle est tombée malade. En 1394, le même fléau qui avait emmené le frère de Richard et écrasé son père est revenu. Anne a contracté la peste bubonique à Shinmanor, leur maison. Elle n'a pas duré longtemps. À sa mort, Richard a brisé. Il était tellement vaincu par le chagrin qu'il démolit complètement le manoir, juste pour qu'il n'ait jamais à voir l'endroit où elle est décédée. Le roi qui regardait autrefois une foule de rebelles ne pouvait plus supporter la vue de son propre palais. À partir de ce moment, Richard n'a jamais été le même. Son règne, déjà sombre, est descendu dans la folie. Anne avait été le dernier fil qui le tenait à la santé mentale. Et avec elle est parti, il s'est démêlé. La mort d'Anne n'a pas seulement brisé le cœur de Richard, cela a brisé l'esprit. Grief consumedim. Mais contrairement aux autres rois qui pleuraient en silence ou en prière,
Richard a transformé sa douleur en fureur. Il s'est déchaîné, à ses ennemis, à son peuple, même dans des villes entières. Peu de temps après le décès d'Anne, alors qu'à une campagne militaire en Écosse, Richard a appris que sa mère était décédée. Ce qui s'est passé ensuite était terrifiant. Consommé par la rage, le roi a déchaîné son armée à Édimbourg, permettant à ses soldats de raser la ville presque jusqu'au sol. Il n'y avait pas de stratégie militaire, pas de provocation. Juste le chagrin personnel de Richard est devenu violent. Avec l'amour maintenant derrière lui, la prochaine décision de Richard était froidement politique. Il a organisé un mariage avec Isabella de Valois, une princesse française, à seulement 6 ans au moment de leur engagement. Richard avait 29 ans. Même dans le monde impitoyable de la politique médiévale, cette décision a haussé les sourcils. Lorsque ses conseillers ont exprimé leur inquiétude, Richard les a rejetés. Il leur aurait dit « Chaque jour fera disparaître le problème ». C'était une manifestation horrible de la façon dont il était devenu détaché et dangereux. Mais encore plus catastrophique était une décision que Richard avait faite des années plus tôt lors de sa purge de l'Aplan des Lords. Il avait épargné un homme. Son cousin, Henry Bolingbroke. Henry avait du sang royal, trop, en fait. Il était le fils de Jean de Gaunt et un concurrent légitime pour le trône. Mais Richard avait choisi la miséricorde. Pas par gentillesse, mais le calcul. Il a nommé Henri un duc, dans l'espoir de le neutraliser avec des titres. Ce pari reviendrait bientôt pour le hanter. Après la mort d'Anne, sans héritier, pas de reine de l'âge de la procréation et de son état mental s'effondrer, l'attente de Richard sur le pouvoir s'est affaiblie de façon spectaculaire. Et puis il a fait une dernière erreur, une fatale. Il a exilé Henri, puis a saisi son héritage, brisant l'une des coutumes nobles les plus sacrées d'Angleterre. Ce qui aurait dû être l'héritage d'Henri est devenu le trophée de Richard. Pour le reste de la noblesse, c'était impardonnable. Et Henri? Il ne voulait pas seulement se venger. Il voulait la couronne. En 1399, l'empire de Richard pourrissait de l'intérieur. Il avait exilé Henry Bolingbroke, volé ses terres, l'humilia. Et le pire de tous, Richard pensait qu'il avait gagné. Il ne l'avait pas fait. Parce que pendant que Richard se dirigeait vers l'Irlande avec ses fidèles nobles, rêvant probablement de gloire militaire, Henry Bolingbroke était tranquillement, complotant stratégiquement son retour. Et quand il est revenu, il n'est pas venu seul. Henri a atterri sur le sol anglais avec une petite armée. Mais plus important encore, il avait quelque chose que Richard ne faisait pas, soutenir. Alors que la diffusion du retour d'Henri, les seigneurs, les chevaliers et même les anciens alliés royaux ont commencé à faire défection. La ville après la ville lui a ouvert leurs portes. Pendant ce temps, Richard était bloqué à travers la mer, ignorant que son royaume se détendait sous lui. Au moment où il est revenu, il était trop tard. Henri n'était pas seulement venu pour récupérer son héritage. L'ambiance en Angleterre avait changé. La folie de Richard, son enfance, les domaines volés, l'arrogance, tout avait tourné le peuple contre lui. Certains pensaient encore que Henri se contenterait de son titre. Mais alors est venu le moment du calcul. En coin, désespéré et abandonné par ses nobles, Richard a fait l'impensable. Il s'est rendu. Face à face avec le cousin qu'il avait une fois essayé de s'apprivoiser avec les titres, Richard a offert sa couronne, en échange de sa vie. C'était un pari. Et pendant un bref instant, cela a fonctionné. Henri a promis la miséricorde. Richard a été emmené à la tour de Londres, un prisonnier du château qu'il a utilisé pour écraser les rébellions. Et alors qu'il faisait rage en privé, en faisant des crises de colère, exigeant son trône, plaidant avec quiconque écouterait, le reste de l'Angleterre est parti. Le 13 octobre 1399, lors d'une cérémonie officielle, Henry Bolingbroke a placé la couronne sur sa propre tête. Il est devenu le roi Henri IV. Et Richard? Il est devenu un passif. Un roi déposé toujours respirer était une menace pour le nouveau régime, un symbole de rébellion, une bannière pour les loyalistes. Henri avait le choix, tirer sa parole ou sécuriser son trône. Ce qu'il a fait ensuite deviendrait l'une des exécutions les plus cruelles du pouvoir royal de l'histoire britannique. Au début, il semblait que Henri IV pourrait tenir sa promesse. Richard a été emprisonné, isolé, oui, mais vivant, dans le château de Pontefract, loin de Londres, loin des ennuis. Mais plus il vivait longtemps, plus il est devenu dangereux. Les chuchotements ont commencé à augmenter. Et si Richard s'échappait? Et si quelqu'un se ralliait derrière lui? Et s'il reprenait la couronne?
Henri a compris quelque chose que chaque dirigeant craint. Un monarque déposé n'est jamais seulement un prisonnier. C'est un symbole. Un mythe qui attend de renaître.